Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je suis heureux d'accueillir dans cette grande chambre de la Cour des comptes ces assises nationales du service public organisées par l'Association des directeurs financiers de contrôle de gestion, DFCG, avec qui nous entretenons de très bonnes relations. C'est la deuxième fois que nous ouvrons les portes de la Cour pour accueillir cet événement et nous le faisons, je le fais avec grand plaisir. Je ne pourrai pas rester parmi vous car dans quelques minutes, je vais présenter un rapport sur le programme exceptionnel d'investissement pour la Corse. Par ailleurs, certains membres de la Cour qui ont pu exercer des fonctions importantes au sein des directions financières des ministères ou des opérateurs publics, il y en a de nombreux, en font partie. Il était dès lors naturel que nous vous réservions le meilleur des accueils et que nous participions aussi très directement à vos réflexions, à vos travaux. À la Cour, nous connaissons naturellement très bien le rôle des directeurs financiers au sein des organismes publics et les responsabilités croissantes qui sont les leurs, notamment en matière de gestion des risques internes. Nos magistrats le constatent au quotidien lorsqu'ils contrôlent, lorsqu'ils interagissent en priorité avec les directeurs financiers des organismes contrôlés, qui sont souvent les points d'entrée, souvent leurs interlocuteurs principaux quand nous contrôlons les comptes et la gestion de ces organismes. C'est cette communauté d'intérêts qui me pousse à vouloir consolider nos liens qui, je le crois, je l'espère, sont la source d'un enrichissement mutuel. Votre association, nous la connaissons bien, elle est un acteur important pour animer la communauté des directeurs financiers, mettre en avant les enjeux de la profession, diffuser les bonnes pratiques. C'est une grande association, parce que vous avez, je crois, 3000 membres, ce qui est tout de même conséquent, qui représente une grande diversité de métiers, dans le privé comme dans le public. C'est ce qui lui permet d'être à la pointe et de fournir des analyses de très grande qualité sur des questions comme le contrôle interne, la certification, qui est aussi une de nos missions pour l'État comme pour la sécurité sociale, ou encore la mise en place d'outils de pilotage. À la Cour, nous nous penchons naturellement quotidiennement sur ces sujets dans le cadre de nos travaux, notamment lors des contrôles que nous réalisons à l'égard des administrations et organismes publics, ou encore, je viens de le mentionner, des actes de certification de l'État et de la sécurité sociale. Mission mal connue, ingrate parfois, parce qu'elle n'est pas toujours suivie des faits, mais néanmoins tout à fait fondamentale et passionnante. Les réflexions conduites par votre association nous sont donc très utiles parce qu'elles nous aident à éclairer les enjeux du contrôle de gestion, de la maîtrise des risques, du pilotage de la performance, qui sont des axes essentiels examinés par nos équipes. Le thème que vous avez choisi cette année, le directeur financier du secteur public, agir dans un univers incertain, promet des échanges riches, animés. Il s'inscrit tout à fait dans l'actualité parce que votre profession fait face, comme beaucoup d'autres dans le secteur public, à des enjeux de nature et d'ampleur inédites. Les directeurs financiers, par définition, doivent s'adapter dans un contexte, en effet, de plus en plus incertain, à la prévalence de nombreux risques, qu'ils soient à la fois géopolitiques, climatiques, économiques, sanitaires, qui tous perturbent, parfois de façon tout à fait considérable, le fonctionnement des services publics. Il y a deux thématiques qui nous s'intéressent particulièrement dans ce contexte. Patrick Artus parlera de tout cela beaucoup mieux que moi. Je vais insister là-dessus. C'est l'évolution de nos finances publiques. D'abord, c'est quand même notre métier d'être la vigie des finances publiques dans ces temps difficiles. Et puis, celle de l'inflation, bien sûr, qui heurte nos concitoyens. L'évolution des finances publiques, c'est un sujet tout à fait majeur. Et en réalité, ce n'est pas un sujet technique, parce qu'à travers la finance publique, on peut juger de la santé globale, je pense, d'une économie, d'une société et des pouvoirs publics. L'État joue un rôle central pour répondre aux enjeux majeurs des transitions jumelles, que sont la transition numérique et la transition écologique, pour répondre à des besoins d'investissement majeurs pour préparer l'avenir. Voyez-vous, vous êtes ici dans une maison qui n'est pas vouée à la traque de la dépense publique, qui ne déteste pas la dépense publique, qui est consciente des investissements réalisés pour l'avenir, qui sait qu'il faut les financer. Il y a bien devant nous une montagne d'investissements considérables et l'idée qu'on pourrait y échapper est une idée fausse. Mais le problème, c'est que je ne crois pas que l'État et la dynamique de nos finances publiques permettent aujourd'hui de répondre à ces impératifs. Montagne d'investissement, oui, mais en face, un mur de dette.
Et si on veut pouvoir financer les investissements, il faut réduire la dette. C'est le raisonnement qui toujours m'anime. Alors, il peut et il doit être plus compliqué que cela. Je ne veux pas m'en tenir à ces généralités. Je vais rappeler quelques éléments factuels. Nous avons aujourd'hui un taux d'endettement public qui est supérieur à 111 points de PIB fin 2022. Et nous sommes maintenant dans le groupe des pays les plus endettés de la zone euro. Et un facteur aggravant, c'est que non seulement nous sommes dans le groupe des pays les plus endettés, mais nous sommes de tous les pays de la zone euro celui qui fait le moins pour réduire sa dette. Ce qui fait que si les tendances actuelles se prolongeaient, si cette tendance n'était pas corrigée, nous serons en 2027 probablement dans le trio de tête des pays les plus endettés de la zone euro, avec la Grèce et l'Italie. Et très franchement, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je le redis devant vous, ce n'est pas le type de leadership européen dont je rêve pour notre pays. Je pense que dans la zone euro aussi, la France se doit de montrer l'exemple et donc de faire des efforts pour se désendetter. De surcroît, cette dette n'est aujourd'hui plus gratuite. Nous sommes sortis de la période magique des taux d'intérêt négatifs, où plus on s'endettait, moins c'était cher, d'une certaine façon. Il faut être conscient que nous ne sommes plus dans cette phase grisante et artificielle. La charge de l'État représentait 26 milliards d'euros en 2020. Elle est prévue à 41 milliards d'euros par le gouvernement cette année, 49 milliards d'euros l'année prochaine. 49 milliards d'euros, ça veut dire que le service de la dette redeviendrait le deuxième poste budgétaire de l'État, 71 milliards d'euros en 2027. À ce moment-là, c'est le budget de l'éducation nationale qui serait à touche-touche avec celui du remboursement de la dette. Est-ce que vous connaissez beaucoup de politiques publiques dont les moyens augmentent de 8 milliards par an? Pas beaucoup. Et j'ajoute qu'en plus, ce sont les 8 milliards les plus stupides qui puissent exister parce que, justement, ils sont congelés et inutiles pour investir dans l'avenir. Je ne crois pas qu'il y ait des dépenses plus stériles. Il est par conséquent, bien sûr, ça mérite des débats, encore une fois, beaucoup plus profonds, mais je n'ai que quelques minutes pour m'adresser à vous. Il est par conséquent nécessaire de nous désendetter intelligemment et rapidement si nous voulons retrouver des marges de manœuvre, car c'est de cela dont il s'agit. Nous avons en 2022 un déficit public qui est à 4,7%. C'est moins que ce qui était prévu, mais c'est quand même trop élevé, et ça ne devrait pas diminuer beaucoup en 2023, ce qui fait que nous serons aussi les derniers, en réalité, dans la zone euro à passer en dessous de 3%. J'exhorte le gouvernement à présenter une loi de programmation de finances publiques cet été qui soit ambitieuse dans ses objectifs, mais aussi crédible et réaliste dans ses hypothèses. Pierre Mendès France déclarait en 1953 que la rigueur financière est la condition de l'expansion économique. Elle l'est aussi bien d'une politique sociale efficace. Je rajouterais aujourd'hui, puisque nous ne sommes plus en 1953, mais nous sommes bien longtemps après, 70 ans après, que c'est la même chose pour une politique environnementale qui soit à la hauteur des risques inhérents au réchauffement de la planète. Nous avons tous les jours des exemples. Je pars dimanche pour le Canada, et quand je vois cette espèce de poussière orange au-dessus de New York, qui pourrait être le quotidien demain, ces incendies massifs qui se répandent dans des continents qui n'y ont pas été habitués, nous voyons à quel point cette lutte n'est pas un superflu. Mais avec un niveau de dépenses publiques de 58,1 points du PIB, supérieur de 3 points à ce qu'il était en 2019, avec de tels défis, avec une qualité du service public dont nos concitoyens ne sont pas toujours satisfaits, il existe des marges pour améliorer justement cette qualité, son efficacité, son efficience. C'est pourquoi je crois très profondément dans la mise en place de revues de dépenses publiques. C'est la cause que je viendrai plaider lors des assises des finances publiques organisées par le ministre de l'économie et des finances dans quelques jours, le 19 juin. Il faut un tournant en la matière. La reprise et l'accélération de l'inflation, ensuite, obèrent également les marges de manœuvre des directeurs financiers que vous êtes. En 2022, l'inflation a atteint des niveaux qu'elle n'avait pas connus depuis le début des années 80, même si ce n'est pas du tout, je pense, la même chose tout de même, 5,2% après 1,6% en 2021, du fait notamment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Je me souviens de la période pas si lointaine où j'étais commissaire européen et chargé de présenter les prévisions trimestrielles de la Commission. Et on était toujours en dessous de l'inflation attendue pendant près d'une dizaine d'années. On avait presque du mal à produire l'inflation escomptée. Et là, ça a changé. Ça a entraîné une croissance spontanée des dépenses de
consommation, du fait de la forte progression des dépenses de soutien aux ménages les plus modestes, mais aussi des dépenses publiques, des charges d'intérêt de la dette en 2022 qui ont augmenté, déjà, je l'ai dit, de près de 15 milliards d'euros. Parce que dans l'augmentation de notre charge d'intérêt, il y a les taux, mais nous ne le mesurons pas encore bien, mais il y a déjà l'inflation, donc toutes les obligations qui avaient été indexées sur l'inflation. En outre, en 2023, vous le savez, les incertitudes économiques restent fortes, l'inflation resterait proche de 5%. D'ailleurs, j'aurais été intéressé d'écouter ce qu'a à dire Patrick Artus, parce qu'on nous a décrit, il y a maintenant plus d'un an, un processus temporaire qui devrait s'interrompre en un trimestre. Nous sommes près d'un an et demi après, et ça ne s'est toujours pas interrompu. Et donc, je constate que l'horizon des prévisions de retour à la normale en matière d'inflation se recule, même si nous avons de premiers signes qui sont positifs. L'évolution de nos finances publiques et l'inflation constituent donc deux défis majeurs pour nous, pour les directeurs financiers, auxquels il faut s'adapter et faire face en construisant une trajectoire de finances publiques qui soit saine, qui permette de financer les investissements privés et publics nécessaires à l'avenir du pays. Pour moi, je n'ai jamais été un partisan d'une politique d'austérité, mais toujours d'une politique de sérieux budgétaire et de désendettement intelligent. Ce n'est pas pour faire de l'austérité qu'il faut maîtriser nos finances publiques, c'est pour retrouver des marges de manœuvre pour investir. Vous l'aurez compris, la Cour est un lieu accueillant pour cette 19e édition des Assises nationales des services publics. J'espère que c'est un bon lieu pour vous. Elle est d'autant plus que ces sujets qui soulèvent de nombreuses questions, des exigences nouvelles pour les directeurs financiers, touchent en réalité l'ensemble des métiers du secteur public. Les directions financières n'échappent pas à ce nouveau contexte. Je sais qu'elles sont pour la plupart déjà en train de s'adapter à ces évolutions. Elles sont de véritables piliers au sein des organismes publics, encore plus aujourd'hui avec la montée en puissance des questions financières dans la gestion publique. C'est tout naturellement que vos compétences doivent évoluer avec un renforcement du leadership, avec plus de polyvalence encore des directeurs financiers, en réalité de l'ensemble des postes de direction. Je tiens aussi à rappeler que les directeurs financiers du service public participent directement de l'exemplarité des structures publiques, et je sais que ça pèse sur vous. Le fait qu'ils fassent partie de ce qu'on appelle les fonctions support laisse parfois penser qu'ils seraient des exécutants, mais pas du tout. Ils sont pleinement impliqués, intriqués, imbriqués dans les questions stratégiques. Ils jouent un rôle très important puisqu'ils analysent l'emploi des deniers publics, contribuent à la décision de leur emploi et gèrent les risques financiers. Toutes ces missions nécessitent quelque chose de très important pour vous, qui est la confiance de nos concitoyens. Mais la contrepartie de la confiance, c'est l'exemplarité. Et vous le savez mieux que moi. De notre côté, à la Cour, nous continuerons, parce que c'est le cœur de notre mission, de contrôler le plus minutieusement possible l'usage de ces deniers publics dans cette période de bouleversement, d'avenir incertain, d'investissements colossaux, pas encore financés. Notre rôle à la Cour est aussi, je crois, important. C'est ce rôle de vigie que j'évoquais. On dit parfois que les premiers présidents de la Cour des comptes crient dans le désert. D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est notre rôle. Si la Cour n'est pas là pour rappeler aux Français un certain nombre de vérités, je constate qu'il y a peu de gens qui le fassent. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ne serai pas plus long. Je vous remercie vivement d'être présents là, les intervenants, qui, dans la présence, promet des échanges de très haute qualité, notamment Patrick Artus, qui va prendre ma suite à la tribune pour évoquer beaucoup mieux que je l'ai fait, beaucoup trop vite, les conjonctures et la prévision économique. Cette journée donnera un aperçu exhaustif et passionnant des nouveaux défis du directeur financier des services publics. Vous avez présenté, Monsieur le Vice-président, le programme, je ne le fais donc pas. Ça se terminera en effet en beauté par la conclusion du président de l'association, Emmanuel Millard, et puisque le prix du directeur financier des services publics de l'année sera décerné, en suspense. Je suis très heureux que Christian Charpy, président de la 4e chambre, qui était jusqu'à il y a peu président de la 1re chambre, qui est plus impliqué dans le secteur financier, la 4e chambre, c'est celle qui fait plutôt le régalien, préside aujourd'hui ce prix du directeur financier. C'est la 2e fois qu'il est attribué pour le secteur public. C'est une très belle initiative pour mettre en avant la profession qui est tout à fait fondamentale et structurante pour le bon fonctionnement des services publics. Merci pour votre écoute.
je vous souhaite une très belle journée et malheureusement pour moi, je vous laisse à vos travaux pour aller tout de suite parler de la Corse, qui est un sujet également délicat, cher à notre cœur à tous, mais délicat pour tous. Merci beaucoup, bonne journée.